Très heureuse de vous retrouver sur Cherifla Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition, le sommaire. Plusieurs points relatifs à l'épanouissement de l'association étaient inscrits à l'ordre du jour de la Convention nationale des Ansars du Burkina Faso ce week-end. Voilà donc ainsi le titre. Merci encore pour votre constante fidélité à Cherifla Télévision. Tenue de la Convention nationale des Ansars du Burkina Faso ce week-end dans la grande mosquée chérifienne en présence des représentants des 19 provinces du bureau exécutif national. Plusieurs points relatifs à l'épanouissement de l'association étaient inscrits à l'ordre du jour. La Sina Sidibé, commentée ici par Amadou Ziara. Cette session ordinaire se tient une fois par trimestre. La Convention nationale ou Assemblée générale des Ansars du Burkina Faso détermine et fixe le taux de cotisation non budgétisé. Pour cette assise particulière, surtout marquée par la crise sanitaire du Covid-19 dans le monde, tous les 19 organes centraux ou sections répartis sur le territoire étaient valablement représentés pour la validation des points inscrits à l'ordre du jour. Ce matin, nous sommes réunis pour notre Assemblée générale trimestrielle. Prévu par nos textes, statut règlement intérieur. C'est-à-dire tous les 3 mois, donc nous sommes obligés de tenir une assemblée générale donc, à travers l'ensemble de nos sections, à travers le Burkina. Donc nous sommes dans ce matin, dans ce sens, au sein de la grande mosquée, en ce jour 15 août 2020. Et satisfaction totale, malgré un contexte difficile, contexte sécuritaire, sanitaire, mais vous-même vous avez vu la salle, elle est pleine à craquer. Ça vous dit que vraiment nous sommes satisfaits de cette assemblée, de la présence effective des membres à travers le pays. L'occasion pour les participants et les membres du comité exécutif réunis pour la circonstance de faire le point des activités passées afin de faire des projections. Selon les rapports fournis, des satisfactions ont été enregistrées à plusieurs niveaux. Toutes choses qui justifient l'engagement et la détermination des militants à soutenir le guide spirituel des Ansars, Asseid Cherif Ousmane Madane Aïdara, pour l'atteinte des objectifs, à savoir le rayonnement d'un islam tolérant au service du développement socio-économique des sociétés. Je peux dire nous avons une satisfaction correcte même de cette assemblée générale. Alors, le fait que vraiment nous venons échanger les idées pour l'avancée de l'association et de l'islam en général. C'est vraiment, n'est-ce pas, l'évolution non seulement de l'association et de l'islam. Nul n'est censé ignorer qu'aujourd'hui nous avons bien besoin, n'est-ce pas, du bon comportement des uns et des autres pour, n'est-ce pas, l'avancée même non seulement de l'islam et du pays même. Voilà, le monde entier même. Aujourd'hui, nous savons aujourd'hui que vraiment nous avons mal à notre comportement. Et même si vous voyez les dernières informations par le monde, vous voyez le monde politique est malade. Tout le monde sait pertinemment qu'il faut avoir le bon comportement pour réussir aujourd'hui. Tout le monde le sait. Même si on veut le refuser, nous savons bien que si les gens se comportent bien, ce que nous recherchons, nous allons l'avoir. Il est à rappeler qu'à la fin de la Convention nationale, plusieurs recommandations fortes ont été formulées et entrées justement à l'épanouissement de l'association par des participants venus de toutes les capitales régionales du Burkina Faso. Les disciples de Cheikh Mohamed Makiba ne se sont pas dérobés à la règle. Ils étaient nombreux cette année encore à se réunir pour la ziara du grand cheikh, non moins président de l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA. Plusieurs adeptes du soufisme ont pris part à cette communion annuelle, commentée ici par Abdul Karim Sakou. Comme le veut la tradition, chaque année, les disciples de Cheikh Mohamed Makiba l'honorent à travers une visite communément appelée Ziara. À l'entame de la présente édition, la lecture du Saint-Coran, des Dalil Khayrat, des invocations et des cantiques islamiques entonnés par les élèves du Cheikh Makiba. Cette activité est organisée dans le cadre quand même d'un rassemblement de l'ensemble des disciples pour rendre visite officiellement à la Zawiya, parce qu'il y a des ziyaras qui sont organisés au courant de l'année
par plusieurs de nos disciples. Mais cette activité réunit tous les disciples, où qu'ils soient, même ceux qui ne sont pas près de nous sont de cœur avec nous. Donc c'est une activité spirituelle qui permet de renouveler les liens entre le cheikh et ses disciples. Et ça permet aux disciples également de se renforcer spirituellement pour pouvoir affronter les péripéties de la vie. Nous saluons tous ceux qui ont fait le déplacement, surtout cette année nous avons quand même mis un cachet spécial parce qu'il y avait un invité spécial, son éminence Omar Baro qui est venu de Caille, qui est un grand imam de Caille et qui est d'ailleurs le président du groupement des leaders spirituels musulmans de la région de Caille. Donc cette année nous avons voulu à ce que c'est lui qui anime la conférence parce qu'il y a une conférence qui est animée principalement sur les zikrs Tijania. Cette communion spirituelle, initiative des disciples du secrétaire général du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, avait pour invité d'honneur et conférencier Cheikh Omar Baro. Érudit du soufisme, notamment de la confrérie Tijania, le président du groupement des leaders spirituels musulmans de Caille a éclairé la lanterne des participants sur le thème éducation spirituelle. Pratique du saint prophète paix et salut sur lui, la ziara consiste à visiter les tombes des saints et ou de leurs vivants afin de bénéficier de leur aura spirituelle. Ce rendez-vous des disciples de Cheikh Mohamed Makiba a lieu chaque année au mois de Zulhijja, mois de pèlerinage du calendrier musulman. Le président de l'Ujuma se réjouira de cette rencontre dans la plus grande fraternité islamique. La ziara dans les tariqas soufis, c'est une visite spirituelle. Vous savez, il y a plusieurs types de visites. Il y a des visites inopinées, des visites de courtoisie, etc., etc. Mais pour ce type de visites-là, telle que la ziara, elle est spirituelle. Et les buts cherchés dans cette ziara, c'est de se requinquer. Surtout au niveau de notre zawiya, elle a été initiée par les adeptes et non pas par les cheikhs. Et cette précision est de taille parce que les cheikhs même n'auraient pas voulu en des circonstances pareilles. Mais c'est nous-mêmes qui avons organisé, initié cette activité. Et annuellement, surtout dans les mois des Zulhijja, pour qu'on fasse ça, pour se requinquer auprès de lui en termes de lumière spirituelle et pour essayer de nous corriger spirituellement. Ce cadre d'élévation spirituelle qui a mobilisé plusieurs adeptes de la Tijania a été aussi une grande occasion de prière pour la Oumma islamique, l'apaisement du climat social et le retour définitif de la paix au Mali. Des séances de bénédiction ont sanctionné cette ziara. Vivement la prochaine édition. Les fils électriques de haute tension sont à l'origine de plusieurs accidents mortels en plein milieu urbain. Comment les populations peuvent se protéger de ces dangers qui jonchent nos rues? C'est le sujet auquel s'intéresse la rédaction aujourd'hui dans cet élément réalisé par Al-Amidou Badini et Samba Traori. L'électricité est aujourd'hui ce bien précieux qui alimente et procure du bonheur dans nos foyers, services et entreprises, voire dans les marchés. Cette source d'énergie indispensable en milieu urbain est parfois à l'origine d'incidents mortels. En cause, qui parle d'exploitation du réseau, l'accident va avec. Pour la simple raison, nous avons dans notre organisation un service qui s'occupe de la maintenance du réseau. Et nous avons un service qui s'occupe du dépannage également. Donc ça veut dire que les incidents font partie de la vie d'un réseau normal. Maintenant, la survenance des incidents en période hivernale, ça peut être lié aux aléas climatiques. Et en période chaude, ça peut être lié à la forte sollicitation de nos installations. Sur le terrain, à travers ces images, on constate que les normes de distanciation ne sont pas respectées entre les poteaux électriques et les maisons. EDM, normalement, quand ça passe, il y a un cahier de charge qui nous indique qu'il faut une distance à minima par rapport à un bâtiment. Mais cette distance le plus souvent est violée par les usagers. Parce que l'utilisateur du domaine, je pense que c'est quelque chose qui relève des domaines. Et normalement, on doit avoir une sensibilisation partagée avec les domaines qui doivent limiter, préciser les limites des propriétés. Et de nos jours, les limites des propriétés ne sont pas précisées. Et donc, chacun campe. Il y a des gens qui ne demandent pas d'autorisation de construire, mais ceux qui demandent des autorisations de construire, généralement, débordent sur le domaine public.
Alors qu'il faut que les gens comprennent que ce domaine est réservé à un concessionnaire, à des concessionnaires. Nous ne sommes pas les seuls utilisateurs. Il y a les utilisateurs comme la Somaged, il y a les utilisateurs comme EDEM, il y a la téléphonie également. Donc nous sommes des utilisateurs multiples dans ce domaine-là. Dans les marchés également, des incendies sont parfois occasionnés. Vétusté des équipements et installations anarchiques sont évoqués à ce sujet. Nous, commerçants, c'est nos marchandises qui sont exposées. Chaque fois qu'il y a eu des coups de circuit électrique, automatiquement nous sommes des premières victimes. On perd des centaines de millions. Par contre, si l'IDM s'assume comme ça se doit, pourquoi ne peut pas amener de nouveaux matériels, faire de bonnes installations, mettre à la disposition de tous ceux qui en ont besoin, des compteurs, que les branchements soient bien faits, afin qu'on puisse éviter l'incendie. C'est les poteaux, des anciens poteaux qui sont là depuis le temps colon, qui sont là, ils n'ont pas été changés. Et chaque fois qu'il y a coup sur qui on vient, on essaie de faire des changements des câbles. Donc, mais ça ne résout pas le problème. Donc chaque fois, ça se reprend. Nous, on a un projet d'installation des poteaux, les fils électriques souterrains. Mais en réalité aussi, ça, il faut le dire, ça ne peut pas se faire tant qu'il n'y a pas une construction moderne, sans que les marchés ne sont pas modernisés. Au niveau de l'EDM SA, les messages de sensibilisation ne tarissent pas afin de minimiser d'éventuels dégâts. Nous avons l'habitude de voir dans les marchés qu'il y a ce qu'on appelle les branchements anarchiques. On installe un compteur principal et peut avoir 10 utilisateurs du même compteur. Et ce faisant, chacun tire le réseau à sa façon en négligeant les mesures de sécurité qu'il faut. Alors, en matière d'électricité, quand on ne prend pas les mesures de sécurité, ça ne pardonne pas. Donc, il peut y avoir un mauvais dimensionnement des conducteurs qui passent. Il peut y avoir des conducteurs qui sont mal installés, qui peuvent être des sources d'incendie. Et donc, il n'est pas rare de voir dans les marchés qu'on est confronté malheureusement à des cas d'incendie. Et chaque fois qu'il y a un incendie, on dit oui, c'est EDEM qui a provoqué l'incendie, mais en réalité, derrière, il faut faire des analyses. Et ces analyses, je pense que nous devrons lancer un appel à la mairie, qui est tout le temps dans les marchés, et qui saisissent EDEM quand ils voient des points qui les choquent, pour qu'ensemble on puisse prendre des mesures de sécurité pour pouvoir éviter les cas malheureux d'incendie que nous avons l'habitude de rencontrer. Le devoir de citoyenneté nous interpelle tous à adopter des gestes responsables face au phénomène pour sauver des vies. Après le cas du Niger, la France vient de placer toutes les frontières du Burkina Faso en zone rouge. Cette décision signifie que Paris déconseille formellement à ses ressortissants de se rendre dans ces régions. Les frontières avec le Ghana ou la Côte d'Ivoire étaient jusqu'ici en zone orange. Désormais, depuis ce 15 août, tout le sud du Burkina Faso est placé dans le rouge par le Quai d'Orsay, ce qui veut dire que le ministère français des Affaires étrangères déconseille formellement aux voyageurs d'aller dans ces zones. Des villes comme Po, Léo, Ouessa et le parc animalier de Nazenga à la frontière ghanéenne sont donc tous concernés. Nouvelle vague du Covid-19 en France où les autorités sanitaires ont enregistré dimanche 3015 nouvelles infections selon les chiffres publiés par l'Agence de santé publique France. Le cap de 3000 nouveaux cas a été franchi samedi pour la première fois depuis fin mai. Une nouvelle percée de l'épidémie qui fait craindre et impose le port du masque dans les espaces publics. Amadou Diara. La menace d'une reprise épidémique continue de grandir dans l'Hexagone. La France a enregistré 3015 nouvelles contaminations au coronavirus en l'espace de 24 heures seulement, dépassant la barre de 3000 cas pour le second jour consécutif, a annoncé dimanche l'Agence Santé Publique France, SPF. Signe de la circulation accrue du virus en cette période de vacances estivales, la France avait enregistré samedi son plus grand nombre de nouvelles contaminations depuis la fin du confinement au mois de mai avec
3360 cas identifiés. Au total, 218 536 contaminations ont été recensées dans tout le pays depuis le début de l'épidémie et 30 410 personnes sont décédées du Covid-19 d'après des chiffres donnés dimanche par SPF. Le nombre de personnes hospitalisées n'augmente qu'en revanche que très légèrement à 4 860 contre 4 857 samedi, soit 3 patients de plus en 24 heures. En réanimation, le nombre de patients atteints de formes graves d'infection Covid-19 reste stable avec 376 lits occupés. Face à la hausse du nombre de nouvelles contaminations, de plus en plus de villes imposent en France le port du masque pour tenter d'enrayer la propagation du virus. La décision d'élargir les zones dans lesquelles le port du masque est obligatoire est ainsi entrée en vigueur samedi matin à Paris et à Marseille. Abdul Karim Sako nous fait le tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Nous débutons ce tour d'information africaine et internationale au Gabon où le président Ali Bongo s'est attardé sur les préoccupations des Gabonais au sujet du mauvais état des routes, la santé, la formation et l'emploi. C'était lors du traditionnel discours à la nation. Le traditionnel défilé marquant la célébration de la fête nationale a été annulé. Ali Bongo a salué la mémoire de ses prédécesseurs qui ont légué aux générations actuelles un pays stable et en paix. Pas un mot sur la relation avec la France, l'ancienne puissance coloniale. Il est en revanche revenu sur la modernisation du pays, dressant à la fois un bilan des 10 dernières années et évoquant les projets d'avenir. Nous avons bitumé plus de routes en disant que depuis l'indépendance de notre pays, notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la trace gabonaise qui traversera notre pays d'est en ouest sur 780 km. Ce chantier, qui sera achevé en 2023, aura un impact majeur. En RDC, Félix Tshisekedi a changé certains membres de l'équipe de CAP pour le changement CATCH, la plateforme politique qu'il dirige, qui participe au comité de suivi de l'accord de coalition qu'il a signé avec le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila. Ces changements au sein du comité de suivi de l'accord de coalition interviennent au moment où les deux plateformes politiques se battent pour le contrôle de certaines institutions du pays, comme la Cour constitutionnelle. Le président de la République a écarté son conseiller spécial en charge des questions stratégiques qui s'éloigne de plus en plus de son cercle fermé, d'après l'entourage du chef de l'État. Les changements les plus significatifs concernent Jean-Marc Kaboun et Augustin Kabouya, respectivement président et secrétaire général intérimaire de l'UDPS, le parti présidentiel. Perçus comme trop radicaux, ils ne sont pas définitivement écartés, mais doivent laisser pour l'instant la place à d'autres négociateurs. En Tunisie, lors de la journée du 13 août, le président de la République a prononcé un discours qui a fait mouche. Après avoir soutenu les droits sociaux et économiques des femmes, il s'est par contre prononcé contre l'égalité dans l'héritage. Ces mots ont été mal reçus par la société civile en Tunisie, notamment les militantes féministes. À l'occasion du 13 août, qui célèbre l'anniversaire du Code du statut personnel en Tunisie, un corpus juridique promulgué en 1956 et consacra certains droits pour les femmes comme celui du divorce ou l'abolition de la polygamie, le président de la République Kaïs Saïd a réitéré sa position défavorable à l'égalité dans l'héritage. Il a déclaré que le texte coranique est clair et suffisant sur ce sujet, puisqu'il consacre le principe de justice avant celui de l'égalité. Dans un communiqué, l'association tunisienne des femmes démocrates a qualifié le discours du président tunisien de réactionnaire. Les djihadistes somaliens Shebab ont lancé dimanche une attaque d'envergure sur un hôtel réputé de Mogadiscio, fréquenté par des responsables gouvernementaux, tuant 10 civils et un policier selon un bilan officiel dans la soirée. Il aura fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Elite, un établissement de la plage de Lido fréquenté par les dirigeants somaliens. L'attaque a été menée par 5 djihadistes en début de soirée, a indiqué un porte-parole du ministère de l'Information. L'attaque a débuté par l'explosion d'une voiture piégée près de l'hôtel Elite sur la plage de Lido, puis des hommes armés ont investi l'établissement où des coups de feu ont été entendus.
La prise du port stratégique de Mocemboa da Praia mercredi au Mozambique par des militants islamistes soulève l'inquiétude chez les pays voisins. La question sera centrale au sommet annuel de la communauté de développement d'Afrique australe. Le conflit à huis clos qui déchire le nord du Mozambique depuis 2017 a pris un nouveau tournant lorsqu'un groupe d'hommes armés a pris le contrôle du port de Mocemboa da Praia et mis en déroute l'armée mozambicaine. Le groupe djihadiste connu sous le nom d'Ahlul Sunna wal Jamaa a prêté allégeance à l'organisation d'État islamique en 2019 et monte en puissance. Lors de l'un des plus grands rassemblements d'opposition de l'histoire de la Biélorussie, près de 100 000 manifestants ont réclamé dimanche à Minsk le départ du président Loukachenko. Après avoir agité le spectre d'une intervention russe, ce dernier a demandé à ses partisans de défendre l'indépendance du pays. À la tête de la Biélorussie depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko a en effet pris la parole dimanche au cours d'une manifestation pro-pouvoir, appelant ses soutiens à défendre l'indépendance du pays. Dans un tweet, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Union européenne à se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits. Quant à Washington et Varsovie, ils ont appelé Minsk au dialogue avec la société civile. La Turquie a annoncé dimanche 16 août qu'elle allait prolonger ses recherches de gisements gaziers dans une zone maritime disputée, faisant fi des appels de l'Union européenne à la désescalade. Ankara et Athènes mènent depuis des mois un bras de fer sur l'exploitation des hydrocarbures découverts dans cette zone. Les navires de forage turcs et les navires de guerre qui les escortent ne quitteront pas l'est de la Méditerranée tant qu'un accord diplomatique n'aura pas été trouvé. C'est le message qu'Ankara envoie à la Grèce et à l'Union européenne avec cette nouvelle notice maritime. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait appelé au dialogue tout en prévenant que son pays ne reculerait pas devant les menaces et les sanctions. Des sanctions que l'Union européenne pourrait bientôt imposer à la Turquie si elle poursuit ses forages jugés illégaux. Souhaitant prolonger l'embargo sur les armes en Iran, le président américain Donald Trump a déclaré samedi vouloir utiliser un snapback, un mécanisme controversé pour parvenir à ses fins. Vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU avait rejeté une résolution américaine ayant pour objectif de prolonger l'embargo sur les ventes d'armes en Iran. Après le camouflet subi par Washington, le locataire de la Maison Blanche a promis une réponse sous la forme des snapbacks, un mécanisme qui est une sorte de droit de veto à l'envers. Nous connaissions l'issue du vote, mais nous ferons un snapback, vous verrez la semaine prochaine, a affirmé Donald Trump. L'Iran a crié victoire après ce rejet des sanctions qui a déjà des répercussions sur l'accord nucléaire iranien. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.